Je m'appelle Sabine Roy. J'ai 38 ans. Et le matin où mon frère aîné m'a poursuivi en justice au sujet de la fiducie de nos défunts parents, il a pointé son doigt à travers une salle d'audience de Chicago comme s'il identifiait une criminelle. Elle a vécu au crochet de nos parents toute sa vie, a-t-il dit au jury. Puis il m'a accusé d'avoir manipulé notre père, d'avoir caché l'argent de la succession et d'avoir volé un avenir qui lui appartenait. Je n'ai pas interrompu. J'ai ignoré les journalistes qui l'avaient invité et j'ai regardé mon avocat porter une enveloppe scellée de couleur vert olive jusqu'à l'estrade. Un sceau délavé du Pentagone barrait le rabat, et 3 signatures couvraient la bande d'inviolabilité. L'assurance de mon frère s'est évanouie avant même qu'elle ne soit ouverte. Le juge a lu la première page, s'est arrêté et a regardé en direction du jury. Un juré a pâli. Il s'est levé d'un bond et a bégayé, « Tout le monde, veuillez vous lever ». Le juge lui a ordonné de s'asseoir, a fait évacuer la salle d'audience et a convoqué les 2 équipes juridiques. Mon frère a murmuré à son avocat, « Ce dossier a été détruit ». Je l'ai entendu. Mon avocat aussi. C'est à ce moment-là que j'ai compris que cette affaire n'avait jamais vraiment été une question d'héritage. Il s'agissait de ce que nos parents avaient découvert avant de mourir, de ce que mon frère avait fait pour l'effacer, et de la raison pour laquelle il m'avait fait confiance pour terminer ce qu'ils avaient commencé. Avant que je vous dise ce qui était écrit sur cette première page et ce qui s'est passé après que je sois finalement sorti de cette salle d'audience, dites-moi, quelle heure est-il là où vous êtes? D'où regardez-vous? Et quel temps fait-il chez vous? Correspond-il à votre humeur aujourd'hui? Je suis curieuse de voir jusqu'où cette histoire voyagera. 18 mois avant que cette enveloppe n'atteigne le juge, je me tenais dans la cuisine de mes parents avec un reçu de pharmacie dans une main et un avis de retard de paiement de prêt immobilier dans l'autre. Ma mère venait de terminer une nouvelle série de traitements. Les mains de mon père avaient commencé à trembler, et mon frère n'était pas venu nous voir depuis cette semaine. J'avais déjà payé l'agence de soins à domicile, remplacé la chaudière en panne et transféré assez d'argent pour empêcher la banque d'entamer une procédure de saisie. Je n'ai jamais considéré cela comme un sacrifice. C'étaient mes parents. Ils nous avaient élevés dans cette étroite maison en briques. Et quand leurs forces ont décliné, j'ai fait ce que je croyais que la famille était censée faire. Mon frère s'appelait Marc Roy, et il préférait décrire son absence comme le fait de « gérer les choses à distance ». En pratique, cela signifiait envoyer des courriels autoritaires, exiger des copies de chaque document et apparaître chaque fois qu'une signature ou une photo pouvait le faire paraître impliqué. Marc a toujours été doué pour occuper le centre d'une pièce sans emporter le moindre poids. Quand notre père lui a demandé de l'aide pour organiser les factures médicales, Marc a dit que son entreprise entrait dans une phase d'expansion critique. Quand notre mère a eu besoin de quelqu'un pour la nuit après une opération, il a envoyé des fleurs avec une carte signée « Ton fils dévoué ». J'ai dormi dans un fauteuil à côté de son lit pendant 4 nuits et je retournais travailler chaque matin depuis la cafétéria de l'hôpital. À l'époque, j'étais consultante indépendante en conformité. Mes clients m'engageaient pour trouver des anomalies dans les dossiers financiers avant que les régulateurs ne les découvrent. L'ironie aurait été drôle si elle n'était pas devenue si cruelle. J'étais formé pour remarquer les dates modifiées, les relevés manquants et les chiffres qui refusaient de concorder. Pourtant, je continuais d'ignorer ces mêmes signaux d'alarme au sein de ma propre famille parce que je ne voulais pas que la suspicion soit la dernière chose que je partage avec mes parents. Mon père avait passé la plus grande partie de sa carrière à auditer les systèmes d'approvisionnement pour le département de la Défense. Même après sa retraite, il traitait chaque reçu de la maison comme un document officiel. Elle renifle, il conservait des classeurs étiquetés, des registres en double et des notes manuscrites expliquant pourquoi chaque décision importante avait été prise. Il a également créé la fiducie familiale Roy, qui détenait la maison, les comptes d'investissement et une participation majoritaire dans une petite entreprise de sécurité industrielle qu'il avait aidé à construire. La valeur totale était d'un peu moins de 5 millions de dollars, mais mes parents parlaient rarement de ce chiffre. Ils se souciaient de 3 instructions, la maison ne pouvait pas être vendue tant que l'un d'eux était en vie. Leurs soins médicaux passaient en premier. Et aucun des enfants ne devait profiter de l'affaiblissement de l'autre. Je pensais que ces instructions étaient claires. Marc les traitait comme des obstacles. Après la mort de ma mère, il est arrivé à la maison avant le lever du soleil avec 2 assistants et a commencé à mettre des dossiers dans des cartons. Il a dit qu'il protégeait la succession. Je l'ai trouvé dans le bureau de mon père en train de retirer le classeur de la fiducie d'une armoire verrouillée. Quand je lui ai demandé pourquoi, il a souri sans me regarder dans les yeux. Papa est confus, Sabine.
quelqu'un doit se comporter en adulte. Notre père était en deuil, physiquement fragile et parfois lent à trouver ses mots. Mais il n'était pas confus. La semaine précédente, il avait corrigé de mémoire une erreur à 6 chiffres dans l'une des propositions commerciales de Marc. Quand je le lui ai dit, Marc s'est penché si près que je pouvais sentir l'odeur du café sur son haleine. Tu n'as pas de mari, pas d'enfant et pas de véritable entreprise. Ne fais pas des soins que tu leur apportes une carrière. J'aurais dû reconnaître cette phrase pour ce qu'elle était. Pas une insulte, mais une répétition. Des mois plus tard, après la mort de notre père, Marc a utilisé presque les mêmes mots dans la requête qu'il a déposée contre moi. Il a allégué que j'avais isolé nos parents, manipulé le dernier amendement à la fiducie, me suis remboursé des dépenses de soins fictives et dissimulé plus de 600 000 $. Il a demandé au tribunal de me retirer de mon poste de fiduciaire successeur, de geler tous les comptes de la fiducie, de lui en transférer le contrôle et de lui accorder des dommages-intérêts punitifs. En 48 heures, il a envoyé le dossier à mes plus gros clients. 2 ont suspendu leur contrat. 1 a mis fin au mien. Les comptes de la fiducie ont été gelés. Les factures de soins à domicile que j'avais personnellement couvertes ne pouvaient pas être remboursées, et un journaliste économique local a publié un article avec l'expression « allégation de fraude successorale » dans le titre. Marc ne voulait pas seulement la fiducie. Il voulait que l'accusation devienne mon identité avant que je ne puisse y répondre. La première personne que j'ai appelée était un avocat recommandé par un ancien client. Je n'ai pas utilisé son nom la première fois que je lui ai raconté l'histoire. J'ai simplement dit que mon avocat m'avait écouté pendant près d'1 heure sans m'interrompre. Il s'appelait Étienne Girard. Quand j'ai eu fini, il a posé une seule question. Votre père a-t-il jamais cru que les dossiers pouvaient être détruits? Je me suis souvenu des registres en double, de la mallette en métal verrouillée et de la façon dont papa disait que la vérité ne devrait jamais dépendre d'une seule copie. Non, ai-je dit. Étienne a fermé la requête et a tapoté la signature de Marc. Bien. Alors votre frère a fait l'erreur de supposer qu'il est la seule personne à s'être préparée à la guerre. Étienne a commencé par me demander d'oublier tout ce que Marc avait dit sur l'amour, la loyauté et l'équité. Nous n'allons pas prouver que vous êtes la meilleure enfant, m'a-t-il dit. Nous allons prouver ce qui s'est passé. Pendant 6 semaines, nous avons reconstruit les 3 dernières années de la vie de mes parents, une transaction à la fois. Je lui ai donné des relevés bancaires montrant que j'avais transféré 216 000 $ de mes propres comptes pour leurs soins médicaux, leurs prêts immobiliers, leurs impôts et les réparations de la maison. J'ai trouvé des entrées de calendrier documentant les rendez-vous à l'hôpital, des factures signées par des infirmières et des courriels professionnels envoyés à 3 heures du matin depuis le chevet de ma mère. Ce que nous ne pouvions pas trouver était tout aussi important. Plusieurs mois de relevés avaient disparu du portail de la fiducie. Le mot de passe de l'administrateur avait été changé 2 jours après les funérailles de ma mère. Une ligne de crédit de 380 000 $ avait été ouverte sur la maison à mon insu, même si la fiducie interdisait toute nouvelle dette sans l'approbation écrite des 2 parents. L'autorisation portait la signature de mon père. Je l'ai fixée jusqu'à ce que la forme du mensonge devienne évidente. La première lettre de son nom penchait en arrière. Celle de papa ne le faisait jamais. Étienne l'a envoyé à un expert en écriture et documents et m'a dit de ne pas confronter Marc. Cette retenue est devenue plus difficile lorsque l'affaire a atteint la phase de communication des pièces. Marc a produit des photos de moi entrant dans la maison, des reçus d'épicerie débités sur la carte de mes parents et un tableur intitulé « Avantages personnels de Sabine ». Il y listait la nourriture, l'essence, les charges et les remboursements de soins comme si chaque repas que je préparais pour nos parents était un luxe que je m'offrais. Il a même inclus le coût d'un ticket de parking de l'hôpital. Le total sur son tableur était de 612 000 $, soit presque exactement le montant qu'il m'accusait d'avoir volé. Mais quand Étienne a examiné le fichier source, il a trouvé des colonnes cachées. Marc avait ajouté le principal du prêt immobilier, les frais de traitement de ma mère et les réparations de la maison, puis les avait renommés « paiement effectué pour moi ». Il avait transformé l'argent que j'avais dépensé pour sauver la maison de nos parents en preuve que je les avais exploités. C'était la version de moi qu'il a présentée au tribunal, une fille célibataire, sans succès, qui s'était attachée à des parents vieillissants parce qu'elle ne pouvait pas subvenir à ses propres besoins. Le premier jour du témoignage, son avocat a affiché une photo de mon ancien appartement, presque vide à l'exception d'un bureau, d'une chaise pliante et de 2 cartons de déménagement. Marc a dit au jury que cela prouvait que je n'avais pas de vie stable.
Je me suis souvenu de la nuit où cette photo avait été prise. J'avais déménagé la plupart de mes meubles dans la maison de mes parents parce que mon père ne pouvait plus monter les escaliers seul. La chaise pliante était l'endroit où je passais mes appels clients entre les alarmes de médicaments. Marc le savait. Il avait pris la photo en m'aidant à porter une lampe. Elle a construit un récit de dévotion, a-t-il témoigné. Mais la dévotion était son modèle économique. Les mots m'ont blessé plus profondément que je ne l'aurais cru, non pas parce que je les croyais, mais parce que j'y reconnaissais notre enfance. Chaque fois que Marc gagnait, nos parents célébraient son talent. Chaque fois que j'endurais, tout le monde louait ma patience. Il avait le droit de devenir impressionnant. On attendait de moi que je devienne utile. Un flash du projecteur m'a ramené à la réalité alors que son avocat affichait le dernier amendement à la fiducie. Marc a affirmé que notre père l'avait signé alors qu'il était cognitivement diminué et que j'avais arrangé les témoins. L'amendement me nommait fiduciaire successeur, exigeait un audit indépendant avant toute distribution et suspendait les droits d'un bénéficiaire si la fraude, la coercition ou le vol contre la fiducie étaient prouvés. Il ne me donnait pas plus d'argent. Il me donnait plus de responsabilités et plaçait l'accès de Marc sous examen. C'est pourquoi il avait besoin qu'il soit détruit. Pendant le contre-interrogatoire, Étienne s'est approché de lui avec un seul registre de l'hôpital. Vous avez témoigné que vous avez rendu visite à votre père tous les jours pendant le mois où cet amendement a été signé. C'est exact? Marc a répondu, oui. Étienne a affiché des relevés de voyage montrant que Marc avait passé 19 de ses 30 jours dans un complexe hôtelier au Nevada. Marc a dit qu'il avait géré les soins par téléphone. Étienne a alors produit des relevés téléphoniques ne montrant que 2 appels à notre père, totalisant 11 minutes. Marc s'est agité sur sa chaise. Ma sœur contrôlait l'accès. Alors pourquoi, a demandé Étienne, lui avez-vous envoyé un courriel pour lui demander dans quelle chambre se trouvait votre père? Le silence qui a suivi était différent du silence du début du procès. Ce n'était plus le jury qui attendait de me juger. C'était la salle qui commençait à le mesurer. Marc s'est suffisamment vite remis pour attaquer à nouveau. Il a dit que la carrière fédérale de notre père l'avait rendu paranoïaque, que l'exigence d'audit était la preuve d'un jugement déclinant, et que j'avais encouragé ses peurs. Il m'a souri comme s'il avait enfin trouvé la lame qu'il cherchait. Papa faisait plus confiance au système qu'aux gens, a-t-il dit. Sabine a utilisé cette faiblesse. Étienne est retourné à notre table et a posé une main sur l'enveloppe scellée qui se trouvait à côté de ses notes. Non, a-t-il dit doucement, juste assez fort pour que je l'entende. Votre père faisait confiance au système parce qu'il comprenait les gens. L'enveloppe n'apparaissait pas sur notre liste de pièces à conviction publique car elle avait été maintenue sous une ordonnance de protection pendant que le tribunal déterminait si les informations fédérales qu'elle contenait étaient encore soumises à des restrictions. Mon père l'avait remise à un notaire militaire à la retraite 9 mois avant sa mort. Le notaire l'avait placée sous garde scellée, avait signé sur le sceau avec 2 témoins et l'avait transférée à une installation d'archivage sécurisée identifiée dans la fiducie. Étienne en avait appris l'existence grâce à une phrase cachée dans les métadonnées du dernier dossier comptable de mon père, dossier d'intégrité à n'ouvrir qu'en cas d'allégation formelle d'incapacité, de coercition ou de fraude d'un bénéficiaire. Le procès de Marc avait activé les 3 conditions. Avant le procès, le département de la Défense a confirmé que le dossier ne contenait aucun matériel actuellement classifié. Mais a demandé au juge d'examiner la première section en privé car elle authentifiait l'ancienne position de mon père et faisait référence à une ancienne enquête de l'inspecteur général. C'est pourquoi l'enveloppe avait l'air officielle. Ce n'était pas un ordre secret du gouvernement, et elle ne donnait pas à mon père de pouvoir sur le tribunal. C'était simplement le dernier système de chaîne de possession conçu par un homme qui avait passé sa vie à s'attendre à ce que des personnes malhonnêtes attaquent les dossiers. Quand Étienne l'a posé sur l'estrade, le juge a coupé le sceau et a déplié la première page. Le juré qui s'est levé avait servi comme officier de logistique dans l'armée. Il a reconnu le titre complet de mon père sous l'entête du Pentagone, Charles Roy, ancien directeur adjoint pour l'intégrité des marchés publics. Des années plus tôt, papa avait mené un audit qui avait révélé un blindage de véhicules défectueux avant qu'il ne soit déployé dans plusieurs unités, dont une liée au commandement de ce juré. Le juré a expliqué plus tard qu'il n'avait jamais rencontré mon père et n'avait pas reconnu mon nom de famille lors de la sélection. Voir le titre l'a surpris, et se lever avait été un geste instinctif de respect. Le juge a immédiatement fait sortir le jury, l'a interrogé sous serment, puis l'a récusé pour protéger l'équité du procès. Un suppléant a pris sa place.
L'avocat de Marc a demandé l'annulation du procès, mais le juge a refusé après avoir confirmé qu'aucun autre juré n'avait vu la page clairement ou entendu quoi que ce soit au-delà du titre. Le moment était dramatique, mais ce qui a compté est arrivé après la fermeture des portes de la salle d'audience. La première section contenait 3 évaluations cognitives indépendantes réalisées pendant le mois où Marc prétendait que notre père manquait de capacité. Chaque évaluation l'a trouvé alerte, orienté et capable de comprendre des décisions financières complexes. L'une d'elles avait été exigée avant que papa ne puisse effectuer une revue de consultation pour un sous-traitant fédéral. Il avait obtenu un score plus élevé à l'évaluation du raisonnement que la plupart des professionnels actifs de son âge. La deuxième section contenait une déposition vidéo enregistrée sous serment en présence de 2 avocats, dont aucun ne me représentait. Sur l'écran, mon père avait l'air plus mince que dans mon souvenir, mais sa voix était précise. Il a identifié chaque actif de la fiducie, a expliqué le but de l'amendement et a décrit la ligne de crédit ouverte sur la maison. « Je n'ai pas autorisé cette dette », a-t-il dit. La signature est une imitation. Je crois que mon fils l'a créée ou l'a fait créer. Mon souffle s'est coupé au mot « fil ». Je savais que papa était méfiant. Je ne savais pas qu'il était parvenu à cette conclusion. La vidéo a continué. Il a décrit comment Marc l'avait pressé de vendre la maison, avait soutenu que les soins de ma mère coûtaient trop cher et avait demandé un accès anticipé aux actions de l'entreprise. Puis papa s'est tourné vers la caméra. Ma fille a payé des dépenses qui auraient dû être payées par cette fiducie. Elle a refusé le remboursement parce qu'elle avait peur que l'accepté soit utilisé contre elle. J'ai demandé à mon comptable d'enregistrer chaque contribution comme une dette envers elle, non comme un cadeau de sa part et non comme un revenu pour elle. Étienne a mis la vidéo en pause et a présenté le registre certifié inclus dans le dossier. Elle renifle, correspondait à mes transferts au centime près. Les 612 000 $ que Marc a plaidé, avantages personnels, étaient en fait des factures médicales, des paiements de dettes garanties, des impôts fonciers et des réparations d'urgence. Mon père avait annoté chaque entrée de sa propre main. À côté du ticket de parking de l'hôpital, il avait écrit « Sabine est encore restée pour la nuit ». Elle a refusé de laisser sa mère se réveiller seule. J'ai baissé les yeux car cette seule phrase a presque brisé le contrôle que j'avais maintenu à travers toutes les accusations. Marc ne m'a pas regardé. Son avocat s'est opposé aux notes manuscrites comme étant du oui-dire, et le juge a limité la manière dont elles pouvaient être utilisées, mais les dossiers financiers eux-mêmes étaient authentifiés. Étienne a alors révélé la première grande surprise du dossier. Mon père n'avait pas seulement documenté mon soutien. Il avait ordonné un audit jury comptable externe de la fiducie, de l'entreprise et de la ligne de crédit immobilière. L'audit a identifié des transferts acheminés par une société de conseil enregistrée au nom du partenaire commercial de Marc. Le total était de 447 000 $. Marc m'avait accusé d'avoir volé 600 000 $ tout en dissimulant près d'un demi-million qu'il avait lui-même détourné. Le juge l'a regardé droit dans les yeux et l'a averti que tout témoignage qu'il donnerait à partir de ce moment pourrait être transmis pour une enquête pour parjure. Pour la première fois de ma vie, mon frère n'a pas répondu immédiatement. Ses lèvres se sont entr'ouvertes, mais aucune phrase assurée n'est arrivée. L'enveloppe scellée n'avait pas encore tout prouvé. Elle lui avait fait quelque chose de plus dangereux. Elle avait rendu mesurable chaque mot qu'il avait déjà prononcé. L'audit jury comptable a donné à Étienne la permission de suivre des comptes dont Marc avait insisté pendant des mois qu'ils n'existaient pas. Le lendemain matin, un spécialiste nommé par le tribunal a témoigné que les produits de la ligne de crédit immobilière avaient transité par 3 entités avant d'atteindre une société contrôlée par Marc. Une partie de l'argent a payé ses dettes commerciales. Une autre partie a financé un acompte pour un condominium. 30 000 $ sont allés à une agence de relations publiques 2 semaines avant qu'il n'intente un procès contre moi. L'agence avait préparé des éléments de langage me décrivant comme financièrement dépendante, socialement isolée et en position d'exploiter des parents vulnérables. Marc n'avait pas répété des opinions cruelles sous le coup de la colère. Il les avait achetées comme une stratégie. Étienne a affiché la facture, puis a demandé à Marc s'il avait envoyé la requête concernant la fiducie à mes clients. Marc a dit qu'il avait simplement répondu à des questions après que le dépôt soit devenu public. Étienne a produit un courriel que Marc avait envoyé avant que le greffier ne timbre l'affaire. La ligne d'objet disait « Information sur Sabine Roy avant l'action en justice pour fraude de lundi ». En pièce jointe se trouvait la requête non signée et les éléments de langage de l'agence de relations publiques. Un destinataire était le journaliste qui a publié l'article plus tard.
Un autre était un client dont le contrat représentait près d'un tiers de mon revenu annuel. Vous avez fait circuler des allégations avant qu'elles ne soient déposées. C'est exact, a demandé Étienne. Marc a fixé l'écran. Mon conseil s'est occupé des communications. Son avocat s'est levé si vite que sa chaise a heurté la balustrade. Secret professionnel. Le juge a ordonné à Marc de ne répondre qu'à ce qu'il savait personnellement. Il a admis avoir approuvé le courriel mais a insisté sur le fait qu'il croyait que chaque allégation était vraie. C'est à ce moment-là qu'Étienne a ouvert l'archive de courriel récupéré auprès de l'ancien conseiller financier de notre famille. J'avais rencontré ce conseiller des années plus tôt, l'homme en qui mes parents avaient confiance pour expliquer les investissements sans qu'ils se sentent stupides. Dans les semaines qui ont suivi la mort de ma mère, il a cessé de répondre à mes appels. Sous assignation à comparaître, il a admis que Marc lui avait promis un poste de gestionnaire de la fiducie si j'étais écarté. Les courriels entre eux étaient directs. Dans l'un, Marc écrivait « Une fois qu'elle est classée comme dépendante, chaque paiement ressemble à un vol ». Dans un autre, il donnait l'ordre au conseiller de supprimer les notes de mon père du registre en ligne et de remplacer la phrase « montant dû à Sabine » par « avantage versé pour Sabine ». Le conseiller a répondu « cela franchit une ligne ». Marc a répondu « le gagnant décide où se trouvait la ligne ». Le jury a vu les dates, les en-têtes de serveurs et les journaux de sauvegarde prouvant que les messages n'avaient pas été fabriqués. Marc a quand même essayé. Il a prétendu que quelqu'un avait accédé à son compte. Le spécialiste a montré que chaque courriel avait été envoyé depuis son réseau de bureaux en utilisant un appareil enregistré à son nom et confirmé par connexion biométrique. Il a ensuite prétendu que le conseiller avait mal interprété du sarcasme. Étienne a lu le message suivant. Vends la maison dès que papa sera parti. Occupe Sabine à se défendre. Le temps qu'elle lave son nom, la propriété appartiendra au groupe de développement. Il n'y a pas eu de rire dans la salle d'audience, pas de hoquet, pas même un murmure. La cruauté était trop organisée pour le spectacle. Je me suis souvenu de Marc aux funérailles de notre père, une main sur mon épaule pendant qu'il disait aux parents que nous honorerions ensemble les souhaits de papa. Ce même après-midi, selon le redatage, il avait envoyé par courriel à un promoteur des photos de la maison et avait demandé à quelle vitesse un occupant pouvait être expulsé après un litige de fiducie. J'étais l'occupante. Il avait planifié mon expulsion tout en acceptant des condoléances à mes côtés. Étienne a ensuite présenté un document qui rendait le complot plus grand que l'héritage. Pour obtenir la ligne de crédit, Marc avait soumis une copie de la carte d'identité fédérale de retraite de mon père et une lettre déclarant faussement que la dette soutenait un projet de consultation approuvé. Le système automatisé du prêteur a traité la demande comme étant liée à un travail sous contrat fédéral et a accordé un examen accéléré. Mon père a découvert l'utilisation abusive lorsqu'un avis de vérification est parvenu à son ancien bureau du Pentagone. Il l'a signalé au bureau de l'inspecteur général du département de la Défense, qui a conservé la demande et en a envoyé une copie certifiée dans le dossier d'intégrité. C'était la page que Marc croyait détruite. C'était aussi la raison pour laquelle son murmure à l'estrade était important. Étienne lui a demandé comment il savait que le dossier avait jamais existé. Le visage de Marc s'est crispé. Papa me l'a dit. La déclaration enregistrée de votre père dit qu'il ne vous a pas confronté parce que les enquêteurs lui ont conseillé de ne pas le faire. Alors Sabine me l'a dit. Ma cliente n'était pas au courant du rapport avant l'ouverture de ce dossier. Marc a jeté un coup d'œil vers son avocat, mais l'avocat regardait par terre. Étienne a attendu. La réponse est sortie plus petite que n'importe quelle voix que j'avais entendue de mon frère. J'ai trouvé un avis. Où? Dans le bureau de papa. Le bureau où vous avez témoigné ne jamais être entré sans permission. Marc n'a pas répondu. Le juge lui a ordonné de répondre. Il a finalement admis qu'après les funérailles de notre mère, il avait fouillé l'armoire verrouillée et enlevé plusieurs dossiers. Il a dit qu'il n'avait détruit que des doubles parce qu'il craignait que le chagrin de notre père ne les rendût irrationnels. Étienne a brandi le classeur de la fiducie récupéré auprès de Marc lors de la communication des pièces. Un bord coupé à l'intérieur de la couverture arrière correspondait à l'avis manquant. Mon frère n'avait pas trébuché dans ce procès. Il avait passé plus d'1 an à effacer des preuves, à réécrire des registres, à acheter un récit public et à utiliser le tribunal comme scène finale du vol. Le juge a ordonné au greffier de transmettre les pièces pertinentes au procureur de l'État et à l'inspecteur général fédéral. L'avocat de Marc a demandé une suspension de séance. Avant de partir,
Marc s'est tourné vers moi et a articulé silencieusement, « C'est toi qui as fait ça. » J'ai rencontré ses yeux et j'ai secoué la tête. J'avais passé des années à le protéger des conséquences de ce qu'il était. Tout ce que j'avais fait maintenant, c'était d'arrêter. Quand Étienne m'a dit que je pouvais témoigner, je m'attendais à ressentir du soulagement. Au lieu de cela, j'ai ressenti le vieil instinct de tout minimiser. Je voulais dire que l'argent n'avait pas d'importance, que les insultes ne m'avaient pas blessé et que j'avais aidé nos parents parce que n'importe qui aurait fait de même. Mais cela aurait été un autre mensonge construit pour que Marc soit à l'aise. J'ai prêté serment et j'ai regardé le jury. J'ai expliqué que j'avais emménagé dans la maison après le diagnostic de ma mère, que j'avais réduit mon travail de consultation et que j'avais utilisé mes économies lorsque les retards de l'assurance menaçaient son traitement. J'ai décrit la nuit où mon père a découvert la ligne de crédit falsifiée. Il était assis à la table de la cuisine avec une loupe sur la signature. « Je vous ai appris à tous les deux qu'un nom est une promesse », a-t-il dit. « Je n'ai jamais appris à votre frère ce qui se passe quand il en brise une. » Je l'avais exhorté à confronter Marc. Papa a refusé. Il a dit qu'une accusation sans preuve n'apprendrait à une personne malhonnête que l'endroit où les preuves étaient faibles. Je pensais qu'il était froid. Je comprenais maintenant qu'il avait déjà commencé à constituer le dossier. L'avocat de Marc a essayé de dépeindre mes soins comme du contrôle. Il m'a demandé pourquoi j'assistais aux réunions médicales, pourquoi je détenais des copies de mots de passe et pourquoi je restais dans la maison. Parce que ma mère ne pouvait pas se tenir debout sans aide et que mon père ne pouvait pas conduire en toute sécurité, ai-je répondu. Parce que la personne qui remettait en question mes motivations était généralement ailleurs. Il a demandé si je m'attendais à hériter de la maison. Non, je m'attendais à ce que mes parents vivent assez longtemps pour l'utiliser. Il a demandé si je détestais mon frère. J'ai regardé Marc avant de répondre. J'ai détesté ce qu'il a fait. Pendant des années, j'ai continué à confondre cela avec un devoir de le protéger. Étienne a ensuite demandé au juge d'admettre la dernière section de l'enveloppe. Elle contenait une déclaration conjointe signée par nos deux parents avant la dernière hospitalisation de ma mère, attestée par un conseil indépendant et enregistrée sur vidéo. Ma mère a parlé la première. Sa voix était faible mais indéniablement impatiente. Elle renifle, a dit qu'ils avaient regardé Marc transformer chaque acte de soin en une compétition et chaque actif en une preuve de son importance. Elle renifle, il m'avait aussi regardé m'excuser de n'avoir besoin de rien. Nous avons échoué avec nos deux enfants de différentes manières, a-t-elle dit. Nous avons loué l'un pour sa visibilité et l'autre pour sa disparition. Mon père a ensuite expliqué la clause d'intégrité de la fiducie. Elle ne punissait pas un bénéficiaire pour avoir soulevé une préoccupation de bonne foi. Elle ne s'appliquait que si un tribunal constatait que le bénéficiaire avait falsifié des documents, détourné des actifs, fait sciemment de fausses déclarations pour prendre le contrôle ou détruit des dossiers de la fiducie. Si ces actes étaient prouvés, ce bénéficiaire perdait ses droits de gestion et toutes les distributions discrétionnaires. La partie confisquée servirait d'abord à restaurer les fonds volés, à rembourser le bénéficiaire lésé et à payer les frais de justice. Ce qui resterait financerait un programme à but non lucratif pour les aidants familiaux et les anciens combattants confrontés à des dettes médicales. Marc avait passé le procès à soutenir que la clause était mon invention. Sur l'enregistrement, nos parents la décrivaient ligne par ligne. Puis mon père a brandi une copie scellée et a dit, « Marc, si tu vois ceci, on t'a donné toutes les chances d'arrêter avant que la vérité ne devienne publique. » Marc a baissé la tête. Les derniers mots de ma mère m'étaient adressés. « Sabine, ne confonds pas le pardon avec un accès continu. Tu peux te libérer de la colère sans rouvrir la porte. » J'ai pressé mes lèvres l'une contre l'autre, mais les larmes sont venues quand même, non pas parce que la déclaration me donnait la victoire, mais parce que ma mère avait vu le schéma que j'avais passé ma vie à prétendre qu'il n'existait pas. Étienne a posé une dernière question. Pourquoi avez-vous mené ce combat? J'aurais pu dire pour la fiducie, la maison ou ma réputation. Parce qu'il utilisait mon silence comme preuve qu'il avait raison, ai-je répondu. J'avais besoin que le dossier montre que prendre soin n'est pas de la dépendance, que la retenue n'est pas de la faiblesse, et qu'être de la même famille ne donne à personne la permission de vous détruire. En retournant à ma place, je me suis demandé combien de fois j'avais appelé la capitulation la paix simplement parce que le conflit m'effrayait. Cette question m'a fait plus mal que les accusations de Marc, mais elle m'en a aussi libéré. L'enveloppe scellée avait atteint sa dernière page. Rien ne restait caché, sauf le prix que le tribunal lui ferait payer. Le jury a délibéré pendant moins de 4 heures.
Pendant ce temps, Marc a essayé de me parler dans le couloir du palais de justice. Son avocat s'était éloigné pour prendre un appel, et pendant un instant, nous étions seuls sous les néons. Il ne s'est pas excusé. Il a dit que la famille pouvait encore contenir les dégâts si j'acceptais un règlement à l'amiable avant le verdict. Il a proposé de retirer sa plainte, de me laisser rester dans la maison pendant 5 ans et d'arrêter de contacter mes clients. En échange, je devrais demander au tribunal de sceller les pièces à conviction et de dire aux enquêteurs que notre père avait mal compris la demande de prêt. Même après chaque courriel, chaque dossier falsifié et la déclaration finale de nos parents, Marc croyait toujours que les conséquences étaient une négociation contrôlée par lui. Tu as essayé de me rendre sans abri, inemployable et publiquement coupable, ai-je dit. Maintenant, tu veux de l'intimité parce que la vérité porte ton nom. Il m'a traité de vengeresse. Je lui ai dit que j'en avais fini de traduire sa peur en ma culpabilité. Puis je suis retourné dans la salle d'audience sans accepter l'offre. Le jury a déclaré Marc responsable de fraude, de détournement, d'interférence intentionnelle dans mes contrats et de diffamation. Il a jugé que sa conduite avait été délibérée et malveillante. Le juge a statué séparément sur la fiducie, l'a démis de tout rôle fiduciaire, a appliqué la clause d'intégrité et a ordonné une comptabilité complète des actifs liés à lui et à ses entreprises. Marc a été condamné à rembourser 447 000 $ plus les intérêts, à rembourser mes contributions documentées et mes frais de justice, et à renoncer à sa part bénéficiaire en attendant la distribution finale selon les instructions de nos parents. Le jury a accordé des dommages-intérêts compensatoires pour le revenu et la réputation que j'avais perdue, puis a ajouté des dommages-intérêts punitifs suffisamment importants pour que l'avocat de Marc demande une réduction du montant. Le juge a dit que des requêtes post-procès pouvaient être déposées, mais que les preuves justifiaient une sanction sévère. À la fin de l'audience, Marc faisait face à un jugement dépassant $1 million, à la perte de sa part de la fiducie et à des enquêtes distinctes au niveau de l'État et au niveau fédéral pour fraude financière, destruction de dossiers et utilisation abusive d'une pièce d'identité fédérale. Le conseiller financier a renoncé à sa licence pendant l'enquête réglementaire et a accepté plus tard de coopérer. La société de développement s'est retirée de l'affaire de la maison. Le journaliste qui avait relayé les allégations de Marc a publié une correction avec un lien vers le verdict. Mon ancien client a envoyé des excuses soigneusement formulées et m'a demandé si j'envisagerais de revenir. J'ai refusé. Certaines portes s'étaient fermées parce que Marc m'avait poussé à les franchir, mais je ne voulais plus de toutes les pièces qui avaient autrefois accepté si facilement sa version de moi. Les partenaires commerciaux de Marc l'ont démis de ses fonctions de direction en moins d'une semaine. Plusieurs parents m'ont qualifié de cruel pour avoir laissé l'affaire devenir publique. Aucun d'entre eux n'avait appelé lorsque mes comptes étaient gelés ou que mon nom apparaissait à côté du mot « fraude ». J'ai arrêté de me défendre auprès des gens qui exigeaient que ma souffrance reste silencieuse avant de me qualifier de gentille. Des mois plus tard, le tribunal a approuvé la comptabilité finale de la fiducie. Une fois les dettes, les remboursements et les obligations légales payées, la partie confisquée par Marc a financé l'initiative Hélène et Charleroi de soutien aux aidants. Elle a fourni des subventions d'urgence aux adultes s'occupant de parents malades et aux familles d'anciens combattants confrontés à des dettes médicales. J'ai gardé la maison non pas comme un trophée, mais parce que nos parents m'avaient expressément donné la possibilité d'y vivre ou de la placer dans le programme. J'ai transformé le bureau de mon père en une clinique d'archivage gratuite où les aidants pouvaient organiser leurs demandes d'assurance, leur procuration et leurs comptes domestiques avant qu'une crise ne les rende vulnérables. La première fois que j'ai déverrouillé cette pièce, j'ai trouvé une note collée sous le tiroir du bas. C'était l'écriture de papa, un dossier impeccable ne peut garantir la justice, mais il lui donne un endroit où se tenir. Je me suis assise par terre et j'ai pleuré plus fort qu'au tribunal. Marc m'a finalement envoyé une lettre de 6 pages. La plupart expliquaient ce que la pression lui avait fait, comment nos parents m'avaient favorisé vers la fin et comment l'humiliation l'avait rendu désespéré. Le dernier paragraphe contenait les seules excuses, suivi immédiatement d'une demande que je dise au procureur qu'il avait agi sous le coup du chagrin. Je n'ai pas répondu. Le pardon, j'ai appris, pouvait être privé. La réconciliation exigeait la vérité, la réparation et le changement, et Marc cherchait toujours un langage qui attribuait ses choix à quelqu'un d'autre. À l'anniversaire du verdict, je me tenais sur les marches de la maison pendant que les familles arrivaient pour le premier atelier de l'initiative. J'avais gagné le procès, mais la victoire ne ressemblait pas à un triomphe sur mon frère. Elle ressemblait à la fin de mon obligation de perdre pour qu'il puisse se sentir puissant. Je pensais que je quitterais le tribunal en me sentant joyeuse. Au lieu de cela,
j'ai ressenti du chagrin, du soulagement et une certitude tranquille que j'avais enfin cessé de m'abandonner. Mon frère avait essayé d'utiliser la fiducie de nos parents pour m'effacer. L'enveloppe scellée ne m'a pas donné ma vengeance en le détruisant. Elle a rendu chaque choix à son propriétaire légitime. Ses choix sont devenus ses conséquences. Les miens sont devenus mon avenir. En fermant la porte ce soir-là, je me suis posé une dernière question. Partir était-il un acte de vengeance, ou était-ce le premier acte d'amour honnête que je m'étais jamais montré? Je connaissais déjà la réponse. Nous remercions chaque spectateur qui a suivi cette histoire du début à la fin. Cette vidéo est entièrement fictive et créée uniquement pour la narration dramatique, la réflexion éducative et le divertissement. Nous espérons que le message final restera avec vous. Même après la trahison, la déception ou la perte, vous avez toujours le pouvoir de choisir un esprit plus calme, un cœur plus fort et un avenir qui ne vous demande plus de vous trahir. Votre histoire ne doit pas se terminer là où quelqu'un vous a blessé. Elle peut recommencer là où vous choisissez enfin votre propre valeur.